Bienvenue à Femmes innovantes, une série de balados présentée par Randstad Canada dans le cadre du programme Les femmes qui transforment le monde du travail. On y explore des stratégies gagnantes pour naviguer dans un marché du travail en constante évolution grâce à une série d'entrevues inspirantes avec des femmes audacieuses et passionnées qui façonnent le monde du travail de demain. Bonjour, je suis votre animatrice Marie-Noëlle Morancy et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Mitsou Jelina, une femme aux 1000 talents et au parcours plus que rempli, femme d'affaires, actrice, animatrice, éditrice, chanteuse et j'en passe. Alors, bonjour. Salut. Mitsou, toi, tu as commencé très jeune ta carrière, donc d'abord à la télé à l'âge de 5 ans, puis comme chanteuse à 17 ans. Comment tu as vécu le fait d'être propulsée aussi vite dans l'œil public? Oui. Comment tu as vécu ça? Ben, en fait, au début, j'étais très contente parce que c'est tout ce que je voulais. Mon père était comédien. Mon père partait souvent. On habitait à la campagne en Estrie, à Saint-Georges de Windsor. Et puis, il allait à Montréal faire, enregistrer des émissions, faire des auditions. Puis, à un moment donné, je lui ai dit, j'aimerais ça être comme toi, papa. Tout ce qu'il faisait, de toute manière, il jouait du violon, je jouais du violon. Il était comédien, je voulais être comédienne. Et puis, donc, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Donc, je connais pas ma vie autrement. Mais, j'ai réalisé dernièrement, on était, ma fille et moi, Mila, qui a 12 ans, à Los Angeles. Puis on promenait l'avion vers Montréal, puis il y avait une petite fille qui était là et qui me regardait, puis qui m'a fait un sourire, puis qui m'a regardé droit dans les yeux. Puis j'ai dit, ah, c'est rare ça, une enfant comme ça qui sourit aux adultes, mais de manière qui connecte directement. Puis là, ma fille m'a dit, mais maman, c'est une star de Disney. Ah. C'est une jeune comédienne. Puis là, j'ai compris. Je me suis dit, sais-tu quoi? Quand t'es enfant, c'est pas qu'on te vole ton enfance. Au contraire, parce que j'ai eu des expériences extraordinaires et pas mal que positives, je te dirais. Mais il y a un autre contact qui se fait avec les adultes. Tu vis dans le regard des autres. Parce que de sourire à quelqu'un comme ça, c'est de vouloir quelque chose en retour. C'est de communiquer, tu sais. Puis je me suis aperçue que cette petite fille-là était entraînée comme moi, j'étais entraînée à l'époque. Parce que j'avais une relation différente avec mes professeurs de primaire. Tu sais, je leur parlais en adulte. Donc, j'ai toujours parlé aux adultes en adulte alors que j'étais enfant. Alors, c'est sûr que ça change un peu la donne. Des psychologues vous diraient beaucoup mieux que moi. Mais il y a quelque chose de différent dans le fait de commencer jeune. Puis, dans le fond, c'est que tu commences... L'explication que moi j'en fais, c'est que tu commences à vivre dans le regard des autres. Oui. Ben c'est une arme à double tranchant, par contre, aussi. Ben, c'est une arme. C'est pas à double tranchant. C'est vrai que c'est très long avant de te défaire du souci. Du souci. D'être dans le regard de l'autre. Et j'imagine que ça précipite un peu aussi ton développement comme femme. Je sais pas si ça a été ton cas, si tu t'es sentie devenir femme plus vite, que tu te trouvais déjà plus mature que d'autres filles de ton âge. Oui, tout à fait. Toujours. J'étais très précoce dans tout ce que j'ai fait parce que, bon, j'avais mon compte en banque à l'âge de 8 ans parce que je faisais partie de Terre Humaine. Après ça, bon, j'étais très individualiste puis très mature, adolescente. Jeune, à 16 ans, je suis allée faire les contacts pour pouvoir entreprendre ma carrière de chanteuse, puis je m'occupais de ma carrière de comédienne en même temps avec mes CV, tout ça. Donc, je pense que j'ai toujours été une jeune entrepreneur, dans le fond. Déjà, oui. Bien, parle-moi justement de ça. Donc, en 97, tu as fondé avec ton conjoint Dasmo, qu'on connaît bien. Tu travailles dans la production d'effets sonores pour les pubs, les films, les musiques d'émissions. On voit souvent quand on écoute la télévision régulièrement, Dasmo, les thèmes. Télé, j'écoutais Victor Lessard, Cyril Ligo, j'ai le Dasmo. Ah ben oui, voilà. Donc, ça a été un chemin naturel pour toi de te lancer en affaires ou c'est vraiment quelque chose qui n'était pas... non, c'était loin pas du divertissement quand même. C'était pas naturel. Je pense que je viens de te dire, puis je veux pas me contredire, mais bon, il y avait quelque chose de naturel pour moi d'être entrepreneur. Mais de là à le devenir, et à le devenir par besoin, parce que mon histoire est particulière en sens que j'ai chanté pendant 10 ans. Ça a très bien été, mais à un moment donné, ça commençait à descendre. J'avais plus d'intérêt du public. Et puis, il fallait vraiment que je me redéfinisse. Mais là, à partir de là, quand tu es un personnage public et que tu dois changer de cap,
c'est très difficile, tu sais. Donc, tu sais, je me suis posé toutes les questions. Est-ce que je vais travailler dans un restaurant, là? Tu sais, qu'est-ce que je fais? Oui, c'était à ce point-là, là. Ouais, j'étais à moins 25 000 dans mon compte, puis je pouvais payer mon condo, puis je finissais mes cannes, puis j'allais souper chez ma mère. Ah, OK. C'était rendu là. OK. D'accord. Fait que, il y avait une certaine nécessité. Oui. Puis, au même moment, j'ai rencontré mon chum, qui, lui, avait vécu quelque chose d'assez... un traumatisme, je dois dire, quand il était jeune. Son père était une grande star de la chanson, un grand producteur des années 70. Donc, Yves Martin, qui produisait, entre autres, Nicole Martin, Nanette Workman, Boule Noire, qui était chanteur lui-même, qui est décédé quand Johan avait 11 ans. Sa mère qui était mère de famille, a dû devenir entrepreneur. Des écoles, Marie-Claire Martin. Et donc, avec Académie Marie-Claire, puis les Trésors de Marie-Claire, elle a une école primaire privée dans le West Island. Maintenant, elle a commencé en gardant un enfant. Donc, il a vu sa mère se débattre, puis j'ai l'impression qu'il est peut-être venu me secourir, dans le fond, parce qu'il était directeur de production, il faisait de la publicité chez Cinéland à l'époque, puis on est tombés amoureux. Mes affaires allaient pas bien, donc il s'est dit au moins... si on peut faire de la musique, il était aussi musicien, il s'est dit, bon, si on peut faire de la musique ensemble, puis au lieu de produire juste des albums, on produisait quelque chose qui était un peu plus stable, des trames sonores pour des films publicitaires, des téléséries et tout ça. C'est quoi ton rôle dans Moi, c'était vraiment coordonnatrice. Et marketing. Donc j'étais celle qui s'occupait de la paperasse. Bon, quand tu fais des productions, t'as beaucoup de contrats, des contrats de la Guilde des musiciens, des contrats de l'UDA. Donc toute cette gestion-là, gestion des studios, gestion des productions aussi. Donc j'ai commencé comme ça. Mais j'ai commencé comme tous les jeunes entrepreneurs. Donc avec mon chum et moi, on avait moins de 35 ans. J'avais 26, lui 27, 28. Fait qu'on a commencé avec 6 000 $ de bourse de la SAGE, de service aux jeunes entrepreneurs. C'est comme ça que ça a commencé. Puis ça a commencé sur la table de ma cuisine. Après ça, on a été capable d'avoir un premier bureau, si tu veux. Puis donc ça, c'est il y a 23 ans. Est-ce que tu as eu l'impression de l'avoir eu plus difficile parce que tu passais de chanteuse ou à femme d'affaires? Est-ce que ça t'a dû, ou au contraire, c'était une carte que tu pouvais jouer dans genre, t'étais déjà C'est pas une carte que je pouvais jouer, mais j'avais j'avais beaucoup de connexions que je m'étais fait. J'avais des contacts. Donc ça, je pouvais utiliser ces contacts-là. Et puis, mais par la suite, ça nous a pris, tu sais, je veux dire, c'est 4 ans à peu près pour une entreprise à arriver à faire ses preuves, à se démarquer dans un nouveau marché. Ce qu'on faisait était très différent. Maintenant, tout le monde fait ça. C'est-à-dire qu'on avait une compagnie où on avait différents producteurs. Donc, quand tu es en publicité, habituellement, tu as une agence de pub, tu vas faire différents pitchs à différents musiciens. Nous, la compagnie nous appelait, la maison de production nous appelait, et dans notre même entreprise, on faisait différents pitchs avec nos différents musiciens. Puis donc, on leur amenait différentes avenues, puis donc, ils partaient avec ça. Puis c'était très rare à l'époque. Maintenant, il y en a beaucoup plus de boîtes musicales comme ça, Oui, c'est ça, c'est quand même... puis, comme j'ai dit, on entend beaucoup parler d'Asmo, c'est devenu comme quand même une référence. Donc, vous avez réussi à vous établir. Oui, puis après, ben c'est d'autres challenges, réussir à se maintenir dans le marché, réussir à être toujours up-to-date avec les sons, avec notre service. Est-ce que tu t'occupes aussi du créatif? Est-ce que tu es engagée dans ce... Non, plus maintenant, parce que ce qui est arrivé avec tout ça, c'est que moi, ma carrière a repris d'une drôle de manière. On a reçu, ça faisait une couple d'années qu'on était en affaires. On avait déjà, bon, parce que j'ai d'autres compagnies, on en reparlera peut-être, d'Asmo, Vidéo MTL, Vidéo Assist, puis Grande maintenant. Mais donc, on était encore dans les premières années, puis j'ai reçu un appel entre Noël et Jour de l'An pour
aller travailler à Énergie parce qu'il y avait une émission qui n'avait pas bien fonctionné, une nouvelle émission à l'automne qui n'avait pas bien fonctionné, puis ils voulaient refaire l'équipe. Donc, j'avais jamais fait de radio en tant qu'animatrice ou co-animatrice, puis donc, je suis allée là. Baptême de feu. Non, c'est la vie qui fait ça, c'est juste que c'est comme si j'étais faite, ou mon karma était de faire des choses nouvelles en crash course. Tout ce que j'ai fait, ça a tout le temps été comme ça. Et puis donc, autant j'ai commencé à chanter, mais j'avais 17 ans, donc j'avais pas fait de tournée auparavant avec des bandes puis tout ça. Après ça, la radio, même chose. OK, go, du jour au lendemain, tu commences le 8 janvier, puis t'es animatrice d'une des émissions qui, on espère, va devenir les plus populaires. C'est arrivé. Après ça, j'ai eu un appel de Claire Cyril qui travaillait à Clin d'œil à l'époque, qui était directrice de toutes les marques, si tu veux, chez Québécois à l'époque. Et puis, elle m'a demandé de devenir directrice du magazine Clin d'œil parce qu'elle se disait que si j'étais capable de gérer une équipe chez Dasmo, ben j'étais peut-être capable de gérer un magazine. OK, fait qu'on fait ça. Mais, tu sais, le syndrome de l'imposteur, là, c'est vraiment c'est ma vie. Là, je pourrais avoir le chandail, ça pourrait être tatoué, là. Mais, en même temps, je sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça qui fait que j'ai amené quelque chose d'original, j'imagine, puis que j'ai dû amener ma touche à chaque truc que je faisais. Mais c'est ce qui fait qu'encore, des fois, à mon âge, je manque de confiance ou je finis une cote radio, puis je suis comme, c'était-tu correct? Parce que mes références sont différentes. Mais par contre, le fil conducteur que je vois dans tout ça, dans toutes ces expériences-là, c'est un peu ta capacité à faire croître quelque chose. Justement, de ton originalité ou une vision différente que tu apportes, tu arrives à faire croître quelque chose. Donc, autant la boîte d'Asmo t'a aidé à la faire établir. La radio, l'émission qui se propulse, un magazine. Donc, à chaque fois que tu t'embarques dans quelque chose, ça devient quelque chose de plus gros. J'espère en faire quelque chose d'unique, en général. J'essaie d'être précurseur. Oui, c'est ça. Je pense que la touche innovation, je pense que ça te parle aussi. C'est dans mes valeurs. Je sais pas si tu as vu mon board de valeurs. C'est dans mes valeurs. Oui, mais je pense que c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est tellement important pour les entreprises. En général, tout le monde essaie de se démarquer quelque part. Donc, quand on sent chez quelqu'un cette fibre-là de « elle va nous amener quelque chose... » d'intérêt, de passion. À chaque nouvelle année, quand les gens me demandent ce qu'on devrait me souhaiter, ben je dis toujours de l'inspiration. Parce que si j'ai plus d'inspiration, je suis vraiment la merde. Je comprends tellement. Je comprends très, très, très bien. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que les femmes portent en elles et qu'on sous-estime, la capacité d'innover? Souvent, on associe l'innovation à Steve Jobs, puis Mark Zuckerberg, puis ces cerveaux-là. Oui. Est-ce que tu trouves que les femmes ont cette capacité d'innovation qu'on sous-estime? Ça, moi, totalement, parce qu'on est des créatrices dans l'âme, mais je te dirais plus que ça. On a créé le peuple, avec les hommes, mais quand même. Mais non, je te dirais plus que ça. Il y a une capacité d'empathie que tu peux prendre et que tu peux utiliser pour bien servir ton client. Tu sais, moi, mon service à la clientèle, il se fait partout. Il se fait sur les réseaux sociaux, avec les personnes avec qui je vais communiquer, qui sont mes clients, mon public. C'est très présente, d'ailleurs, si tu veux. Puis, mon empathie fait que je me demande, quand je vais rencontrer quelqu'un pour faire une entrevue, je me dis, j'ai assez fait d'entrevues dans ma vie, qu'est-ce que j'aimerais, si j'étais cette personne-là, me faire poser comme question, tu sais. Chez Dasmo, quand t'appelles, chez Grande, là, maintenant, puis Vidéo MTL, on n'a jamais eu de boîte vocale. Dans le sens que, pendant les heures de bureau, tu pèses pas sur un piton quand tu appelles chez nous. Il y a une réceptionniste, il y a un humain qui te parle. OK? Puis ça, c'est important aussi parce que c'est le contact humain. Donc, on peut prendre toutes ces qualités-là féminines puis les amener aussi dans notre travail puis les amener ailleurs. Puis je vois assez les filles qui travaillent autour de moi pour dire qu'elles se démènent pas mal. Tu sais. Je pense le contraire est plus rare. C'est-à-dire que c'est dangereux de faire la job des autres. Oui. Parce qu'on a de l'empathie, parce qu'on veut bien faire. Oui, on s'en met beaucoup sur les épaules. Bien trop comparativement aux boys. Et ça m'amène à ma prochaine question, qui est justement notre thème de cette année. On s'est intéressé au biais inconscient.
et en quoi, justement, des préjugés inconscients nuisent à l'avancement des femmes. Par exemple, une femme qui a de l'ambition, puis qui parle, qui lève le ton. Un gars, on dirait, il y a du leadership, il y a de la drive. Une fille, elle est agressive, elle gère mal ses émotions. Une femme qui revient de congé maternité, tu sais, des fois, elle est moins perçue elle va être moins choisie pour une promotion, puis ça va être comment, elle va être moins disponible, ça va être juste... Il y a des trucs comme ça qui se passent. Même, il y avait une étude britannique qui disait il avait fait une étude sur des CV. Puis, le CV sur lequel tu as écrit John avait été sélectionné beaucoup plus souvent que le CV Jennifer. Oui, on le sait. Il y a tout le temps ça. Même quand tu t'appelles Hassan, est-ce que c'est parce que double, oui, il y a les femmes, mais oui, il y a toutes les nationalités qui en arrachent ici au Québec. Fait que est-ce que tu dirais que est-ce que tu as l'impression d'avoir mais je te dirais qu'en tant qu'employeur aussi, c'est vraiment important d'aller plus loin puis d'ouvrir les portes du Québec, d'ouvrir les portes de de nos entreprises à différents prénoms. Donc, non seulement les féminins, mais tout. Ouais. Mais donc, pour répondre à ta question, c'est ce que j'ai vécu. Est-ce que tu as l'impression que oui, peut-être pas toi, mais peut-être tes employés, tout ça, est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu ça, d'avoir été confronté à ça, des préjugés inconscients ou des biais inconscients en tant que femme, ou de voir d'autres vivre ça? Ça m'est déjà arrivé, je me rappelle, entre autres, d'être allée à 4 saisons à l'époque, parce que ça s'appelait pas TQS, là, mais 4 saisons, puis d'être dans la salle d'attente d'un producteur là-bas, d'un gestionnaire plutôt de la boîte, et puis d'entendre qui se passait de l'autre côté avec sa secrétaire, puis il disait, je veux pas parler à la fille, moi, je veux parler au gars, tu sais. Mais c'était vraiment ça pour lui. C'était lui qui produisait, mais en même temps, Crime Puff, j'étais là. Je l'entendais, puis j'étais productrice autant que mon chum, tu sais. Donc oui, je les ai vécus, mais en même temps... Pas plus que ça t'a pas... arrêter, offusquer. Non, je pense que c'était plus difficile dans ma carrière de chanteuse, de jeune chanteuse, parce qu'il était comme 2 facteurs de difficulté, là. Donc, pour me faire respecter et accepter. Donc, ça, c'était plus difficile à ce moment-là. Mais sinon, dans ma carrière, je peux te dire que, écoute, moi, je connais des employeurs qui disent, je n'emploie presque juste que des femmes maintenant dans les hauts postes, parce qu'ils sont plus méticuleux. Donc, je pense que la vapeur est en train de changer. Mais effectivement, je pense qu'on veut tellement bien faire que je suis très contente que ce ne soit pas moi qui négocie mes contrats, mais que ce soit mon chum. Parce que je me négocierais à la baisse, c'est sûr et certain. C'est sûr, on fait tous ça, malheureusement. Donc, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment s'informer. S'informer du marché. Aller voir, aller demander. Oui. Ouais. Puis aller le chercher, effectivement. Puis ça, c'est toujours... le gars, il peut avoir 5% des exigences du poste, puis il va y aller pareil. Puis la fille, si elle n'a pas 99% des critères... Je suis pas sûre que je suis prête, nanana. C'est ça. Et je pense que la clé dans tout ça... Mais c'est ce qui fait la beauté aussi. Il faut prendre ça, puis que ça devienne une force. Oui, c'est vrai, puis ça, c'est une des clés, puis aussi se soutenir entre nous, puis avant de se poser cette question-là, d'aller valider avec nos copines, nos collègues. Penses-tu que, oui, voyons donc, puis de se renforcer un peu avec notre réseau. J'imagine que toi aussi, tu as bâti ton réseau de contacts, d'alliés que tu t'es bâti au fil du temps. J'imagine que ça, c'est précieux aussi dans... Entre nous, on se le fait beaucoup aussi. Oui. J'ai des amies animatrices, puis on se parle, puis... Vivez ça. Puis, tu me parlais justement de l'importance d'ouvrir les portes, puis tout ça. Est-ce que tu as l'impression que ça... Tu disais, oui, j'ai l'impression que ça change, puis qu'on devient plus ouvert, plus ouvert comme société. Est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment le cas où il y a... Parce que des fois, on a l'impression qu'on recule, il y a des mouvements populistes de tous les genres. D'un autre côté, effectivement, avec MeToo, tout ça, on sent que ça évolue aussi, qu'il y a de la place pour tout le monde. Est-ce que toi, dans les univers dans lesquels tu évolues, tu as l'impression que
qu'on s'en vient plus sensible à l'importance de la diversité, de l'inclusion? Est-ce que tu as l'impression, en tout cas toi, tu veux faire ta part de ce côté-là, mais est-ce que tu as l'impression que c'est... J'ai souvent des wake-up calls. Parce que on a l'impression des fois qu'on y est arrivé, puis tu réalises que non, tu sais. L'avant-dernier wake-up call, un des plus grands wake-up calls plutôt, c'est quand Trump a été élu, puis tout ce qui se passe aux États-Unis, puis ici, juste de penser, est-ce qu'on remet en question l'avortement, par exemple? Je veux dire, c'est incompréhensible. Incompréhensible. C'est ça, c'est comme s'il y a deux univers en même temps, là. On recule, on avance. Mais c'est très important d'en être conscient et de poser des gestes et de parler et de se faire entendre. Puis de l'autre côté, pas de l'autre côté, mais également, le plus récent wake-up call que j'ai eu, c'est, j'étais dans j'ai la chance, hein, je touche du bois, d'avoir à aller dans une clinique privée pour mes assurances parce que je suis présidente d'entreprise, puis donc on doit avoir des bilans annuels de santé. Et puis j'étais là récemment cet automne dans cet endroit qui coûte assez cher et qui reçoit tous les présidents, vice-présidents de Montréal pour qu'ils aient aussi leur bilan de santé. Et à un moment donné, je regarde puis je me dis oh my God, il y a 3 filles pour 25 gars là, tu sais, je veux dire c'est comme. Et là, j'ai réalisé, tu sais, comme le plafond de verre, je le vois là. Il est là. Devant moi. Et donc, je pense que... Et pourquoi il existe encore d'après toi? Parce que pourtant... visible. Oui, il est là, il est tout là. Il était visible à l'œil nu, puis il l'est pas toujours, il est caché. On prend pour acquis que ça va bien, que ça va mieux. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment... c'est une belle roue et plus il y aura de femmes... qui seront dans les postes stratégiques, plus elles engageront aussi des femmes, puis je l'espère, puis qu'il y aura un équilibre qui va se faire. Mais, tu sais, j'étais sur un CA récemment, puis c'était la première fois qu'on m'invitait à faire partie d'un CA, puis je me disais, c'est drôle parce que mon chum l'est depuis des années sur différents CA, puis moi, ben c'est mon premier, tu sais, puis c'était un début que je m'étais donné, donc, et puis bon, c'est fait. Est-ce que je veux y retourner? C'est une autre affaire parce que c'est beaucoup de temps, tu sais, mais plus il y aura de femmes aussi, et plus ce qui va devenir intéressant, ça va être toutes les affaires de PR vont changer, parce que moi, je vais pas au golf. Oui, c'est vrai, hein? Oui, c'est vrai, ouais. Parce que, puis, peut-être que ça va être plus avec des lunchs, puis, ou peut-être des déjeuners que des soirées, parce que, crime puff, les soirées, les mères ont des choses à faire. Puis moi, je suis vice-présidente de mon entreprise, avec mon chum, avec mon associé aussi, Andrew Lapierre, qui est là depuis 23 ans. On est un trio, puis très souvent, je vais dire à mon chum, ben, vas-y, puis moi, je vais garder les enfants, je vais aller à la maison, en fait, puis on fait pas souvent le contraire, à part quand c'est pour ma carrière d'artiste puis que je dois me représenter, mais pour représenter l'entreprise, c'est beaucoup plus lui qui y va pour qu'il y ait une présence à la maison, tu sais. Mais plus il y aura de femmes dans les postes stratégiques et plus les activités vont être changées pour qu'on puisse justement tout faire ce qu'on a envie de faire puis que notre vie soit équilibrée. Et d'où l'importance des hommes dans ça, qui soient nos alliés. Ça prend justement des employeurs, des CEO qui sont sensibles à ça. Même nous, récemment, notre CEO s'est dit, ben il n'y a pas assez de femmes là, sur notre conseil exécutif. On va accélérer ça un peu. On a fait des efforts aussi. Tu sais, faut tous en être conscients, mais particulièrement les hommes aussi, parce que ça leur vient pas nécessairement naturellement de se poser la question. Les médias, ils ont fait pour beaucoup. Tu sais, le livre de Martine, le Boys Club, c'est important. C'est important qu'on en ait parlé partout. C'est important que ça soit, que l'information soit diffusée, qu'elle est passée, à tout le monde en parle. C'est important parce que sans les médias, il n'y aurait pas cette prise de conscience-là. Elle ne serait jamais arrivée. Jamais, jamais, jamais. Non, c'est ça. Oui. Faut continuer. Et les employeurs, souvent, vont le faire pour cause de, tu sais, pour les relations publiques aussi. Oui, ça paraît mieux.
ça paraît mieux, puis c'est important. Et c'est pas et grave, tant mieux si le gouvernement le fait à son tour, ou l'a fait, si tu veux, et puis ça continue comme ça, mais c'est important. Mais encore une fois, la représentation des Noirs en politique, il y en a 3 ou 5, là, je pense, au Canada, je me rappelle plus, tu sais, mais je veux dire, c'est fou. Oui. Non, il n'y a pas juste nous autres. Il n'y a pas juste nous autres. Puis nous autres, il faut qu'on inclue les autres. Oui. Ça va être du tour. Oui, le tour aux femmes d'être inclusives. Et comme tu disais, comme on est empathique d'emblée, c'est assez naturel pour nous d'essayer de faire ça, de la coopération, l'inclusion, tout ça. Donc, c'est sûr qu'on a un énorme rôle à jouer, les femmes. Je suis juste surprise que ça soit encore difficile, que ça soit encore pas tout là. Parle-moi un peu de tes filles, parce que j'imagine que tu leur inculques les valeurs, ça joue un peu là-dedans. Où elles sont en ce moment, est-ce que tu sens qu'elles ont la confiance? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce qu'elles-mêmes, à cause de tout ce qui se passe dans le monde, tu les sens plus ouvertes, plus sensibilisées à tout ça? Elles sont très sensibilisées au féminisme. Celle de 16 ans l'est énormément. Très, très forte sur ses pattes. Il y a quelque chose aussi qui est, je te dirais, qui fait partie de la personnalité de chacune. Tu sais, tu peux naître avec une drive de l'apocalypse, puis tu peux naître aussi avec une certaine partie d'anxiété ou de questionnement. Tu sais, fait qu'il faut y aller aussi avec ton propre, ta propre personnalité. Mais je pense que d'apprendre à se dépasser, se dépasser, c'est une aptitude. Ça s'apprend. Tu sais, c'est par des petits gestes. À chaque jour qu'on apprend à gagner, puis à un moment donné, on comprend nos propres mécanismes pour se projeter vers l'avant, tu sais. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu t'essaies de travailler avec tes filles, ou elles sont très autonomes là-dessus? Est-ce que tu as contribué? Non, moi, je contribue à rien. Non! Mais je contribue de bâtir leur confiance, leur estime d'elles-mêmes, mais surtout leur individualisme, puis leur drive, puis il faut en même temps, c'est une drôle d'époque où on couvre nos enfants, mais on veut qu'ils soient go-getters, tu sais. Fait que c'est compliqué. Puis je pense que je fais les deux. Les exposer, par exemple, aux sciences, parce qu'on parle toujours qu'il n'y a pas assez de femmes en sciences, en technologie, donc on essaie de les pousser. Je veux que ma fille fasse du coding, puis elle veut pas. Elle dit qu'elle n'a pas d'intérêt, mais je suis sûre qu'elle en aurait. Fait qu'à un moment donné, elles doivent trouver leur chemin aussi. Bien sûr. Mais le seul coding, moi, si j'avais pu, là, j'en aurais fait. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des jeunes filles, justement? Tu dois en rencontrer plein aussi qui connaissent ton parcours. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil pour justement essayer de dépasser leurs doutes, des préjugés inconscients auxquels elles font face? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil à celles qui nous écoutent, qui se disent moi aussi j'aimerais ça, avoir une carrière? Ah, ta question me tue. Parce que vas-y, tout ça. Non, mais tu sais, il y a tellement d'affaires, j'ai allé dans tellement de directions. Je pense que, écoutez, mais pour moi, je pense que si je suis encore là, après 30 ans, c'est parce que les gens ont bien voulu me donner une autre chance. Puis ça, c'est parce que je pense qu'au départ, je n'étais pas pire fine. Non, mais... Oui, entretenir les relations. Oui, entretenir nos relations. Oui, entretenir les relations, puis faire un travail qui est relativement impeccable. Je dirais pas impeccable parce que les filles vont grimper des rideaux, là. Comme d'habitude. Faut être parfaite. Faut pas être parfaite. Moi, c'est encore. Non, de grâce. Mais se faire reconnaître par son attitude, puis je pense que ça, par sa réputation. Sa réputation, si elle est d'or, elle va rester d'or. C'est important ce que tu dis. En fait, on parle souvent d'authenticité aussi, et je pense que de plus en plus de gens essaient malgré il y a le côté Instagram, tout ça, mais les gens cherchent une certaine authenticité dans leur relation. Et je pense que ça, c'est une clé aussi d'être soi-même le plus possible et d'être vrai aussi avec les... Et je pense que c'est souvent un commentaire que tu reçois, toi. En tout cas, de ce que j'ai lu sur ton profil, souvent, Mitsou, toi, t'es vrai, t'es authentique, et c'est souvent un commentaire qui revient. Et j'ai l'impression que c'est parce que tout le monde est vrai. Tout le monde est une vraie personne. Oui. C'est un drôle de compliment, ça. T'es vrai. Oui, OK, toi avec, t'es vrai. Ouais, you're real. Mais d'être connecté
par le cœur, par le guts, par les entrailles aux autres, puis d'aller chercher le meilleur en eux, de s'intéresser aux autres, fait que ils vont s'intéresser à toi, puis ils vont avoir une connexion émotive, puis ils vont se rappeler de toi, ils vont se rappeler de ta carte d'affaires, puis on dit OK, on l'essaye, puis hey, c'était cool avec elle, on continue. Fait qu'il y a ça, il y a cet aspect humain qu'il faut continuer à développer, parce que c'est pas comme à l'école, c'est pas juste des notes. Non, c'est vrai, puis on l'oublie souvent. Puis souvent, les filles, on est très là-dessus, sur la performance concrète, les notes, les accomplissements concrets, mais on oublie qu'on s'accomplit aussi par toutes sortes de choses. Par du... Ouais. Tu sais, j'allais dire du boys club, mais du business club. Il faut en faire partie. Et puis, se tenir autant avec les gars qu'avec les filles. Oui, d'avoir des belles gangs de filles, c'est le fun parce qu'on se comprend puis on peut chialer ensemble. Mais faut faire partie c'est nos alliés, les gars aussi. Du boys club, puis être avec eux autres, puis parler leur langage. Ouais. Moi, j'ai passé ma vie à parler le langage des gars parce que quand j'ai commencé à travailler, j'avais un gérant avec qui je passais ma vie, on était tout le temps ensemble, puis on voyageait ensemble, on faisait la promo ensemble, puis après ça a été mes musiciens. Ben tu sais, j'avais une couple de choristes, mais c'était des musiciens. Fait que je suis habituée à ça. Maintenant, mes gars chez Dasmo à Shop, ben c'est des gars. Tu sais, on a 135 employés, il y a beaucoup de gars, il y a beaucoup de filles, mais je veux dire, ça fait partie, tu sais. Puis pas jouer sur la séduction, non. Non. Non, ça, c'est un vrai couteau à double tranchant. Moi, je crois pas à ça. C'est très dangereux. Puis je peux dire que dans ma carrière professionnelle, j'ai jamais joué là-dessus. Puis ça, je pense que ça sert à la fin. Oui. Mitsu, merci infiniment. Merci. Super conversation. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Go, go, go! Girl power! Merci infiniment, Mitsu. Merci. Femmes innovantes est une série de balados produite par Randstad Canada dans le cadre de son programme Les femmes qui transforment le monde du travail. Nous espérons que les conversations vous aideront à mieux comprendre le rôle que les femmes jouent dans la transformation du milieu du travail et vous inspireront dans votre propre parcours. Pour en savoir plus sur notre programme Les femmes qui transforment le monde du travail, visitez le site randstad.ca/femmes. Merci de votre écoute.